j'ai pas de présentation sur le collectif à ce stade, juste donc vous dire qu'on rassemble les entreprises et les labels et les réseaux de distribution, ça c'est sur le volet un peu opérateur économique du secteur, et puis on rassemble des associations qui ont aussi une place fondamentale dans le déploiement du commerce équitable et dans sa capacité à générer des impacts, avec d'une part des ONG de développement comme Agronomes et Vétérinaires sans frontières ou Nitidae, et puis des associations d'éducation à la citoyenneté mondiale, d'éducation populaire, d'éducation à la consommation responsable, plusieurs terminologies, mais dont vous faites partie, ISF, avec aussi Artisans du Monde, Faire un monde équitable, Bioconsommateurs, etc. Et donc, le rôle de Commerce Équitable France, il est multiple, c'est d'organiser la concertation au sein du secteur, concertation notamment pour se mettre d'accord sur c'est de quoi on parle quand on parle de commerce équitable. Il n'y a pas une définition comme ça qui tombe du ciel, c'est le résultat de discussions et de négociations et de partage de vision. Donc ça, c'est une grosse partie de notre travail, c'est de faire ça. Et puis ensuite, d'essayer de partager cette vision avec le reste du monde. On s'appuie beaucoup sur la production d'expertise pour alimenter nos différents travaux. Donc, on pilote un certain nombre d'études d'impact sur les filières du commerce équitable, de production, d'analyse détaillée des labels de commerce équitable. On produit également les données économiques du secteur que vous avez vu dans le petit quiz. Donc, tout ça, c'est des travaux qui sont issus du collectif. Et puis, on fait un travail de plaidoyer, à la fois pour avoir des conditions institutionnelles, juridiques, fiscales ou autres qui soient favorables au déploiement du commerce équitable en France. Et aussi, on milite pour plus d'équité dans les relations commerciales au-delà du commerce équitable. Et puis, on a évidemment tout un travail de sensibilisation, de communication à partir de l'expertise et des réseaux de nos adhérents. On a un rôle un petit peu d'ensemblier et de susciter des synergies et des collaborations pour qu'on entende plus fort le monde du commerce équitable. Donc moi, je vais concentrer ma petite présentation ce matin sur une réflexion sur les définitions, parce que finalement, c'est pas si simple en fait de définir le commerce équitable. Et moi, ça fait un peu plus de 10 ans que je travaille dans le secteur et on est encore à réfléchir à est-ce que les définitions dont on dispose sont toujours les bonnes et est-ce qu'on peut les faire évoluer. Donc, je vais vous en proposer plusieurs qui ne sont pas forcément en opposition les unes avec les autres, mais qui vous donnent un éclairage un peu différent à chaque fois, différent ou complémentaire. Donc là, je vous ai proposé une définition qu'on appelle la définition internationale de FINE. FINE, c'est un acronyme qui veut dire Fair Trade. I pour IFAT, qui est l'ancien nom de WFTO, la World Fair Trade Organization. N pour News, qui est un réseau de magasins de commerce équitable qui n'existe plus, et E pour EFTA, qui est une centrale d'achat de commerce équitable en Europe. Et ces quatre organisations, qui sont plus que trois, sont en gros les grandes fédérations internationales de commerce équitable, qui n'ont pas toujours la même philosophie ou les mêmes principes d'action, ou même les mêmes métiers, mais qui quand même essayent de se mettre d'accord sur une vision commune et qui ont produit cette définition qu'on voit à l'écran en 2001. Et qui est encore très largement valable. Alors, ce qui est intéressant quand on lit cette définition, qui est plus dans de philosophique, en tout cas, on ne voit pas tout de suite les grands principes opérateurs du commerce équitable, mais ça donne des choses qui sont importantes à avoir en tête. La première phrase nous dit « Le commerce équitable est un partenariat commercial fondé sur le dialogue, la transparence et le respect, dont l'objectif est de parvenir à une plus grande équité dans le commerce mondial. » Alors, cette première partie de la définition, elle fait appel à ce qu'on imagine quand on pense au commerce équitable. On pense à un produit, le thé, le café, le cacao, qui sont le résultat d'un partenariat commercial qui se joue dans des conditions différentes du commerce conventionnel, avec ces notions de dialogue, transparence, respect et d'obtenir une plus grande équité. Donc ça, c'est le volet, on va dire, économique du commerce équitable. Il y a une deuxième partie de la phrase qui parle de contribuer au développement durable en offrant des meilleures conditions commerciales, en garantissant des droits des producteurs et des travailleurs marginalisés et tout particulièrement au sud de la planète,
Alors, tout particulièrement au sud de la planète, c'est une évidence pour le mouvement du commerce équitable, surtout quand on se centre sur les producteurs et les travailleurs marginalisés. Mais le tout particulièrement, dès 2001, laisse quand même une petite porte ouverte pour élargir finalement le propos du commerce équitable au-delà des pays du Sud. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui, hein, avec une dynamique d'universalisation du commerce équitable. Cette seconde phrase en bleu, elle commence aussi à faire poindre un certain nombre d'éléments autour des questions environnementales à travers le développement durable, et puis d'une approche par les droits, et notamment le droit du travail dans les filières avec des travailleurs. Et puis la dernière phrase nous dit: les organisations de commerce équitable, soutenues par les consommateurs, s'engagent activement à soutenir les producteurs, à sensibiliser l'opinion et à mener des campagnes en faveur du changement dans les règles et pratiques du commerce international conventionnel. C'est un petit peu jargonneux, mais c'est également essentiel finalement à la définition du commerce équitable. C'est-à-dire que le commerce équitable, c'est pas que du commerce, c'est aussi de l'éducation et de la sensibilisation des citoyens, et c'est aussi un mouvement qui vise à transformer les règles. C'est-à-dire qu'on s'appuie finalement sur le développement de filières équitables, de partenariats commerciaux équitables, comme on l'a dans les 2 premières phrases, on s'appuie dessus pour faire des propositions qui visent à élargir le propos et à transformer les règles. Et donc ça, finalement, c'est un peu le métier que l'on fait, nous, à Commerce Équitable France, avec nos adhérents. Et on a des adhérents qui vont être plus ou moins spécialisés dans l'une ou l'autre de ces propositions. Certains vont être des opérateurs économiques et d'autres vont être des organisations qui militent d'une manière ou d'une autre pour un commerce plus équitable. Et donc le commerce équitable ne peut pas se réduire juste à son chiffre d'affaires. Et c'est intéressant d'y réfléchir quand on pense à sa contribution au changement. Là, je vous ai repris une petite slide qui n'est pas spécifique au commerce équitable, que j'ai. Je ne connais plus la source d'ailleurs, je crois. C'est une publication de la Fondation pour le progrès de l'homme sur l'impact des organisations de la société civile sur sa contribution au changement, avec cette idée que pour accompagner le changement vers une société plus juste, il y a plusieurs strates en fait qui composent une manière pour la société de fonctionner, et on peut s'appuyer sur le développement des niches, qui est la bande verte en bas. Et donc on peut imaginer que le commerce équitable, c'est cette niche qui a vocation à grossir et qui permet d'accompagner le changement. On a aussi la strate en bleu, qui est celle de, là c'est écrit des régimes, c'est la régulation, c'est les lois, c'est les manières de faire. Et donc effectivement, le commerce équitable, il s'attache à transformer ces lois, et on est le mouvement du commerce équitable, que ce soit les mouvements de producteurs au sud ou les plateformes et les labels au nord, interviennent dans des stratégies de plaidoyer pour transformer les lois. Et puis, tout en haut, quelque chose qui est très important, c'est aussi de changer nos esprits, de changer, d'avoir des références culturelles différentes pour pouvoir faire advenir un monde plus juste. Et donc ça, c'est aussi le travail du mouvement du commerce équitable, avec notamment le travail des associations d'éducation à la citoyenneté. Et l'un des objectifs du mouvement du commerce équitable, c'est d'essayer de transformer les référentiels culturels qui sont souvent inconscients dans les modes de consommation des gens, et où le prix et la qualité sont le prix, la qualité, et puis peut-être aussi le, la question du sentiment d'appartenance quand on consomme telle ou telle chose, sont des déterminants fondamentaux pour orienter la consommation. Et nous, on souhaiterait qu'il y ait d'autres critères, comme celui de la transparence et de l'éthique et de la rémunération des producteurs, des productrices, des travailleurs et des travailleuses qui sont à l'origine des produits et des services qu'on consomme, qu'une préoccupation sur ces éléments-là soit tout aussi déterminant de l'action de consommer ou de ne pas consommer. Donc ça, c'est une transformation culturelle qui est assez profonde, et c'est le travail sur ces 3 strates
qui s'articulent, qui sont interdépendants, qui peuvent faire des synergies, qui nous permettent d'être de plus en plus impactants, efficaces, influents pour accompagner la transformation de nos sociétés. Et donc cette slide qu'on peut appliquer à des tas de secteurs, elle s'applique aussi au mouvement du commerce équitable. Et puis j'en viens à la définition légale en France. Mais qu'on a vu aussi dans le petit quiz, hein, on a réussi à aller en France au-delà de la définition de Fine, qui finalement ne dit pas grand-chose, dit des choses, mais n'est pas opérationnelle. Ici, on a une loi qui est opérationnelle et qui est opposable, c'est-à-dire que si une entreprise ne met pas en œuvre l'ensemble de ces 6 points, elle peut avoir des problèmes avec les répressions des fraudes, et ça arrive assez régulièrement qu'on voit des entreprises qui abusent du terme équitable ou commerce équitable sur leur packaging, qui voient arriver la répression des fraudes, faire des contrôles, et qui se trouvent obligés de modifier leur packaging ou de modifier leurs pratiques. Donc, je reprends rapidement les grands principes du commerce équitable. Donc, c'est un partenariat commercial qui doit répondre à un certain nombre d'exigences. D'abord, la cible du partenariat, ce sont des producteurs organisés ou des travailleurs organisés dans des structures à gouvernance démocratique. Cette loi, elle est issue de la loi sur l'économie sociale et solidaire. Donc, la gouvernance démocratique en France, elle a aussi une définition légale. Et l'objectif, il est multiple. D'abord, à plusieurs, on est plus fort. Et donc, le commerce équitable, ce n'est pas une entreprise face à un producteur isolé ou une productrice isolée. C'est une entreprise face à un collectif de producteurs qui s'organisent pour rééquilibrer la relation commerciale. Donc ça, c'est important que cette notion de collectif. Et puis la gouvernance démocratique, elle est essentielle pour pouvoir rentrer dans une dynamique de développement et de développement durable, et pour réfléchir ensemble au niveau des producteurs et des productrices à leurs projets de développement économique, de développement social, et à savoir comment ensemble ils vont utiliser les bénéfices que leur apporte, les avantages économiques que leur apporte le commerce équitable. Et donc, ça évite une appropriation individuelle de ce que pourrait apporter le commerce équitable. Ça, c'est au niveau des producteurs de la cible, et donc c'est des choses qui sont contrôlées. Donc ensuite, on se dit, alors je les ai pris dans l'ordre de la loi, mais c'est vrai qu'on pourrait les mettre dans un ordre autre. L'engagement commercial doit être pluriannuel. Ça fait partie de l'équité que de se dire qu'on est ensemble dans un partenariat commercial et non pas dans du one-shot où on fait des appels d'offres tous les ans pour partir avec ceux qui sont les moins chers. Évidemment, il y a la question du prix dans le commerce équitable, un prix juste pour toutes et tous, un prix qui soit rémunérateur et qui couvre les coûts de production et qui soit l'objet d'une négociation équilibrée. Évidemment, c'est un principe qui est non seulement très difficile à mettre en œuvre et très difficile à objectiver, et donc on a encore du travail pour les 20 prochaines années pour savoir quel est le prix le plus juste, mais c'est quand même un objectif et quelque chose qui est aussi contrôlé. Dans le commerce équitable, il y a, au-delà du prix pour la marchandise, l'idée qu'on est ensemble dans un partenariat qui vise le développement durable, et on parle souvent d'une prime de développement. Ça, c'est la terminologie Fairtrade Max Havelaar. D'autres labels utilisent d'autres terminologies. Le fonds de développement, on parle parfois du fonds de développement. Mais en tout cas, au-delà du prix payé pour la marchandise, il y a un petit montant supplémentaire qui est un petit pourcentage de la commande qui vise à faciliter les investissements dans des projets collectifs. Évidemment, quand on a des tels principes aussi vertueux et enthousiasmants, il faut pouvoir assurer la traçabilité des filières et la transparence vis-à-vis des consommateurs, parce que sinon, on peut dire des choses, mais il faut pouvoir les prouver. Et donc, la transparence et la traçabilité, c'est un point indispensable. Et puis, le dernier point, à ce jour, c'est la sensibilisation et l'éducation des consommateurs aux modes de production et de consommation socialement et écologiquement durables. Alors ça, c'est le résultat quand même d'un lobbying assez intense de notre part, de la part du collectif Commerce Équitable France, puisque dans une loi économique, c'est quand même assez rare qu'on parle de sensibilisation et d'éducation.
Mais vous vous souvenez que c'est quelque chose qui est dans la définition de Fine, c'est quelque chose qui tient à cœur aux opérateurs engagés de commerce équitable. Et donc, c'est inscrit dans la loi et c'est une obligation. Et l'idée, c'est aussi de dire, le commerce équitable, il n'a pas vocation à juste être une petite niche du marché, une petite niche marketing. Et une entreprise qui s'engage dans le commerce équitable, elle n'est pas là pour faire juste une étude de marché pour voir si elle a sa place aujourd'hui sur est-ce que les consommateurs sont prêts, mais que ce marché du commerce équitable et ses références culturelles autres, on va les construire ensemble. On ne va pas attendre qu'il y ait une niche de marché qui s'ouvre, on va construire les attentes sociétales qui permettent de développer un commerce plus équitable et qui permettent de développer le commerce équitable. Et donc, c'est inscrit aujourd'hui dans la loi française. Et puis, donc, vous avez de la chance. Je vous parle de quelque chose qui n'existe pas encore, mais qui, dans quelques mois, sera très probablement inscrit dans la loi. Alors, non, je reviens en arrière, pardon, juste un tout petit peu pour vous dire, cette loi-là, elle ne parle pas de label. Il y a une petite phrase en dessous que je n'ai pas mise là, mais qui dit que si les labels de commerce équitable veulent se faire reconnaître, une commission, un truc machin, viendra octroyer une reconnaissance publique de ces labels-là. Mais elle ne dit pas que les entreprises doivent avoir des labels. Et donc ça finit par poser problème sur le marché parce que, notamment avec la diffusion de l'attractivité du commerce équitable et aussi la connaissance de cette loi, on a un certain nombre d'entreprises, on voit un certain nombre d'entreprises sur des filières internationales ou sur des filières françaises qui développent des allégations de commerce équitable sans avoir de label. Alors, certaines n'ont pas du tout de label, certaines ont des référentiels qu'ils ont développés en interne sur la base de la loi, avec ou sans contrôle, parfois même avec contrôle, mais quand même sans label. Et puis, parfois, on a des entreprises qui utilisent des certifications, mais qui ne mettent pas le label, c'est-à-dire qu'ils ne payent pas la redevance. Donc, il y a une garantie sur les pratiques, mais il n'y a pas elle ne joue pas le jeu de participer, par exemple, au point numéro 6 sur la sensibilisation et l'éducation. Donc ça, c'est un problème que nous avons essayé de résoudre en proposant au gouvernement de modifier la loi de 2014 en rendant l'utilisation d'un label obligatoire. Et donc ça, aujourd'hui, c'est sur la table dans le cadre de la loi climat issue de la Convention citoyenne pour le climat. Alors vous allez vous dire, mais pourquoi est-ce que l'utilisation d'un label de commerce équitable rendu obligatoire trouve sa place dans la loi climat? Alors il y a plusieurs raisons. La première raison, c'est que dans le volet consommation du travail issu de la Convention citoyenne pour le climat, il y a des choses sur les labels. Et notamment, il y a la volonté que l'État s'engage à clarifier toutes les allégations plus ou moins farfelues qu'on peut voir sur les produits vis-à-vis des consommateurs pour qu'ils s'y repèrent mieux et pour qu'ils puissent mieux orienter leur consommation pour répondre aux enjeux du climat. Et donc, nous, on a fait valoir que dans le commerce équitable, on a un objectif de développement durable, vous l'avez vu dans la définition de Fine. On a aujourd'hui sur les filières internationales plus de 84% des produits qui sont labellisés commerce équitable et ont aussi le label bio, qu'on a tout un pan de notre travail qui vise à faire en sorte que les avantages économiques du commerce équitable puissent être réinvestis dans des modes de production plus respectueux de l'environnement, plus respectueux de la biodiversité, qui permettent de répondre aux défis climatiques. Et en fait, ces avantages, ce point de vue-là sur la question de l'investissement dans la transformation des modes de production se retrouve dans les obligations qui sont faites aux labels qui souhaitent être reconnus de commerce équitable dans le dispositif législatif actuel, mais pas dans les principes mêmes de commerce équitable. Donc, on se retrouve dans une situation qui est doublement une situation de concurrence déloyale, avec d'un côté des entreprises qui peuvent prétendre faire du commerce équitable sans avoir de label,
et sans être dans une démarche qui vise à transformer les modes de production d'un point de vue environnemental. Et de l'autre, on a des entreprises qui font du commerce équitable, qui jouent le jeu de la labellisation et de la certification, et dont leur label leur impose ou valorise ou les outils ou les aide à accompagner la transition écologique. Donc on a une situation où une loi qui était plutôt un atout pour structurer le secteur se retrouve être un outil de concurrence déloyale au sein même du secteur, avec la possibilité de voir évoluer des formes de commerce équitable très très différentes, avec un niveau d'exigence très différent. Et donc c'est sur cet argument-là que nous sommes en train de discuter avec les pouvoirs publics. Et donc, si je le mets aujourd'hui sur cette slide, c'est que l'avant-projet de loi sur le climat est sorti, il est aujourd'hui public, et donc l'article 62, c'est-à-dire le dernier de cette loi, de ce projet de loi, introduit les éléments que je vous présente là. Et donc, a priori, il n'y a pas de raison que ce soit retoqué. Cette loi climat va faire couler beaucoup d'encre sur bien d'autres sujets. Elle a besoin de se renforcer sur beaucoup d'autres sujets, mais sur celui-ci, en tout cas, nous, on y est très favorable. L'utilisation d'un label, ça permet de clarifier les choses pour tout le monde, pour les consommateurs, pour les entreprises, mais aussi pour les producteurs qui n'ont pas à être le dindon de la farce d'entreprises qui prétendent faire du commerce équitable alors qu'eux n'en voient pas la couleur. Et donc, et ça ancre aussi très fortement le commerce équitable dans ce projet aussi de transition écologique et transition agroécologique quand il s'agit des filières agricoles et alimentaires. Et donc, c'est aussi une reconnaissance de quelque chose qui est très important et qu'on porte beaucoup dans nos travaux avec nos adhérents. C'est l'idée que la justice économique, c'est une clé de voûte indispensable en fait pour résoudre les problèmes sociaux et les problèmes environnementaux auxquels on fait face. Un très grand nombre de producteurs subissent des prix bas, des prix volatiles et sont pas du tout dans une situation économique où ils peuvent investir dans le changement, où ils peuvent se projeter, où ils peuvent avoir les moyens de passer en bio, de mettre des arbres sur leur exploitation, etc. etc. Et donc ça, ce sont des projets qui sont pour lesquels la question de la répartition de la valeur au sein des filières est souvent absent en fait dans les débats sur que ce soit sur l'agriculture ou dans d'autres domaines. On ne fait pas le lien entre un commerce équitable ou un commerce plus équitable et la transition écologique, alors même que nous, dans notre secteur, on a des centaines et des centaines d'exemples où on voit que c'est quelque chose qui est un accélérateur de changement. Et donc, on souhaitait le faire inscrire dans cette loi. Et donc voilà, j'espère que la prochaine fois que je ferai une présentation sur les définitions du commerce équitable, je pourrai mettre cette slide-là en premier.